Mon rêve a toujours été de tomber enceinte, mais je suis stérile, et ma sœur a utilisé ça pour m'humilier quand elle a réussi et pas moi. La plupart des gens supposent qu'une fois que l'on grandit et que l'on se marie, notre famille apprend enfin à nous traiter comme un adulte. Mais la mienne a complètement raté le mémo, et je me retrouvais sans cesse dans le rôle de la fille aînée responsable qui arrange tout en se faisant reprocher la pluie et le beau temps. Quand j'ai épousé mon mari, je pensais honnêtement que je choisissais enfin ma propre famille et que les choses se calmeraient, car il avait déjà vécu sa propre version de la rupture avec des parents toxiques des années avant même notre rencontre. Et il portait cette certitude tranquille que l'on ne doit pas aux gens un accès sans fin à soi-même simplement parce que l'on partage un peu d'ADN. J'ai grandi avec le message opposé. Le discours la famille, c'est tout, quoi qu'il arrive, qui semble doux en théorie jusqu'à ce que l'on réalise que cela se traduit généralement par avale tes sentiments pour que personne ne soit mal à l'aise. Et j'ai appris très tôt que ma mère détestait les conflits et que mon père aimait disparaître émotionnellement dès que les choses devenaient tendues. Quand nous avons commencé à essayer d'avoir un bébé, j'ai pensé que peut-être, avoir un enfant me donnerait enfin ce grand moment de gloire où tout le monde cesserait de me voir comme la solution par défaut à tous les problèmes et commencerait à me voir comme une personne qui avait aussi besoin de soutien. Au lieu de cela, ces 2 années se sont transformées en un étrange mélange d'espoir et de déception mensuelle qui a lentement rongé ma santé mentale. Chaque test négatif me donnait l'impression que mon corps m'avait personnellement trahi. Et mon mari et moi nous asseyions sur le canapé, faisant semblant de nous intéresser à l'émission du moment tout en faisant secrètement le calcul dans nos têtes sur le calendrier et les rendez-vous. Et cet article que j'avais lu à 3 heures du matin sur le stress qui rend la conception plus difficile. Nous avons fait les rendez-vous, les tests, les conversations gênantes avec les médecins où j'étais assise dans une blouse fragile en essayant de ne pas pleurer pendant que quelqu'un parlait de mon utérus comme d'un appareil défectueux. Et puis, quand j'ai finalement vu ces 2 lignes pâles un matin, j'ai eu l'impression que le monde avait basculé de la manière la plus infime et la plus fragile qui soit. J'ai tenu ce test avec des mains tremblantes et j'ai réveillé mon mari en le lui mettant pratiquement sous le nez. Et il m'a serré dans une étreinte désordonnée et à moitié endormi, riant et pleurant en même temps. Et pendant environ 3 semaines, je me suis permis d'imaginer un avenir avec des vêtements de bébé et un berceau. Puis j'ai commencé à avoir des saignements. Au début, j'ai essayé de me convaincre que c'était normal, même si mon instinct savait que quelque chose n'allait pas. Et le temps que nous soyons assis aux urgences, je savais déjà ce que le médecin allait dire avant même que les mots ne sortent de sa bouche. J'ai perdu cette grossesse dans un tourbillon de lumière vive, d'instruments froids et d'une sorte de douleur qui donnait l'impression que mon corps et mon cœur avaient décidé de s'effondrer ensemble. Mon mari était assis à côté du lit, l'air d'essayer de ne pas s'effondrer parce qu'il pensait devoir être fort pour moi. Et j'étais allongé là, m'excusant auprès de lui encore et encore, comme si j'avais cassé quelque chose que nous étions censés construire ensemble. Raconter la fausse couche à ma famille a été son propre petit cauchemar. Ma mère a pleuré de cette manière qui ramenait tout à la douleur qu'elle ressentait. Mon père a fait sa routine habituelle de prise de distance, où il se tenait dans un coin, les bras croisés, et disait des choses pratiques sur les factures médicales au lieu de quoi que ce soit de vaguement émotionnel. Et ma sœur cadette, qui a toujours été d'une manière ou d'une autre le personnage principal dans chaque pièce, m'a serré dans ses bras puis a immédiatement changé de sujet pour dire à quel point elle avait peur pour sa propre fertilité. Nous avons surmonté cela, mais un silence gênant s'est installé surtout par la suite. Comme si tout le monde était d'accord pour ne plus jamais en parler parce que ma douleur était gênante. Et j'ai laissé faire parce que j'étais trop fatigué pour me battre pour un espace que je n'avais clairement pas. Après cela, les essais sont devenus plus lourds. Chaque mois est devenu un test que j'étais sûr d'échouer, et j'ai commencé à détester ma propre salle de bain parce que j'avais l'impression que c'était là que l'espoir allait mourir. À un moment donné, mon mari et moi nous sommes assis à notre petite table de cuisine avec des factures impayées et une pile de brochures sur des traitements plus invasifs, et nous nous sommes juste regardés et avons réalisé que nous ne pouvions plus vivre dans ce cycle. Il a pris ma main et a dit « Je t'aime, même si ça n'arrive jamais ». Et j'ai pleuré à chaudes larmes dans une serviette en papier parce que je le croyais et que je détestais le croire plus que je ne faisais confiance à mon propre corps. Nous avons pris cet accord silencieux et triste d'arrêter d'essayer exprès, d'arrêter de suivre, de chronométrer et d'être obsédés, et de simplement revivre nos vies. Nous avons dit des choses comme « Si ça arrive, ça arrive ». Même si nous savions tous les deux que c'était le genre de phrase que les gens utilisent quand ils font la paix avec quelque chose qui meurt. Une fois que nous avons arrêté, la vie est redevenue étrangement normale. Nous avons canalisé toute cette énergie anxieuse dans le travail, dans le nettoyage des placards que nous avions évités,
dans la préparation de vrais dîners au lieu de manger ce qui était le plus proche du canapé. Mon mari a pris des heures supplémentaires. J'ai pris un nouveau projet à mon travail, et nous avons commencé à planifier un voyage, juste nous deux, quelque chose dont nous parlions depuis des années mais pour lequel nous n'avions jamais eu l'argent ou l'espace mental. C'était comme si nous construisions discrètement une histoire qui n'avait pas besoin d'un bébé pour être réelle. Mon père appelait de temps en temps pour parler de ses douleurs et du match qu'il regardait. Ma mère m'envoyait des liens vers des articles sur la façon de se détendre davantage. Et ma sœur était occupée à jongler entre les emplois et les nouvelles obsessions, comme d'habitude. Pendant un petit moment, j'ai eu l'impression que tout le monde s'était installé dans son rôle, et que je savais enfin comment survivre dans le mien sans me vider de mon sang émotionnellement en permanence. Puis mon corps m'a trahi d'une autre manière. Quelques mois après avoir officiellement renoncé à essayer, j'ai commencé à me réveiller nauséeuse, ce qui aurait été drôle si cela ne m'avait pas immédiatement rendue anxieuse. Au début, j'ai blâmé un mauvais repas à emporter et le stress au travail. Mais après une semaine à avoir failli vomir chaque fois que je me brossais les dents, mon mari m'a jeté ce regard, celui qui disait qu'il pensait la même chose que moi, mais qu'il avait peur de le dire à voix haute. Je lui ai crié dessus un matin, lui disant que j'étais juste fatigué, puis j'ai marché directement dans la salle de bain avec un test que j'avais juré ne plus jamais acheter. Attendre ces lignes, c'était comme se tenir au bord d'une falaise les yeux bandés. Et quand elles sont apparues, claires et sombres cette fois, je me suis assise sur le bord de la baignoire et j'ai ri d'une manière légèrement hystérique, parce que bien sûr, mon corps avait choisi de fonctionner à la seconde où j'avais émotionnellement abandonné. Quand je suis sorti de la salle de bain, je n'ai pas fait de révélations mignonnes sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. J'ai juste marché vers mon mari qui essayait de faire du café et échouait, je lui ai tendu le test et j'ai dit, alors apparemment, nous sommes ce genre de personnes maintenant. Il s'est figé. Puis son visage a fait cette chose où tout s'est rattrapé d'un coup. Et il m'a serré dans ses bras si fort que je pouvais à peine respirer. Et nous nous sommes mis à pleurer tous les deux au milieu de notre petite cuisine, comme deux personnes qui avaient peur que si nous lâchions prise, tout s'évanouirait. Nous étions heureux, évidemment, mais c'était un bonheur fragile. Le genre où l'on regarde constamment par-dessus son épaule en attendant que quelque chose vienne nous l'arracher. Après ce qui s'était passé avant, l'idée de le dire à qui que ce soit semblait aussi sûre que de jongler avec des couteaux. Nous avons décidé ensemble de le garder pour nous le plus longtemps possible. Ce n'était pas pour faire du drame. C'était pour survivre au premier mois sans laisser les autres transformer notre peur en sujet de conversation de brunch. Mon mari avait coupé les ponts avec sa propre famille des années auparavant, après qu'ils eurent transformé chaque chose vulnérable qu'il avait partagée en ragot. Et il m'avait prévenu plus d'une fois que les gens aimaient les histoires plus qu'ils n'aimaient vos vrais sentiments. Ma famille avait déjà prouvé qu'elle ne savait pas comment gérer ma douleur sans la minimiser ou la ramener à eux. Et je ne pouvais tout simplement pas affronter l'idée de revivre toute la routine du « je suis tellement désolé » si quelque chose tournait mal à nouveau. Alors nous avons créé cette petite bulle autour de nous. Nous allions au rendez-vous ensemble. Nous parlions tranquillement le soir de prénoms, de peur et de berceau. Mais si ma mère ou ma sœur me demandaient comment j'allais, je disais simplement que j'étais fatigué du travail et je changeais de sujet. J'aimerais pouvoir dire que l'univers a respecté cette limite. Mais bien sûr, il ne l'a pas fait. Environ 6 semaines après avoir eu ce test positif, encore au tout début, ma sœur m'a appelé en hurlant dans le téléphone si fort que j'ai dû l'éloigner de mon oreille. Elle ne disait pas bonjour ni ne demandait comment j'allais. Elle annonçait qu'elle était enceinte de son premier enfant. Mes parents étaient apparemment aux anges en arrière-plan. Ma mère criant quelque chose sur le fait de devenir enfin grand-mère. Mon père demandant s'il pouvait déjà commencer à planifier des choses. J'ai mis ma main sur ma bouche parce que j'ai ressenti ce mélange aigu de joie pour elle et cette étrange piqûre dans ma poitrine en entendant enfin, alors qu'il y avait littéralement un autre petit enfant qui grandissait en moi et que personne ne connaissait. Je l'ai félicité, bien sûr, parce que je ne suis pas un monstre. Et puis je me suis assise sur mon canapé après avoir raccroché et j'ai essayé d'avaler ce sentiment familier d'être invisible dans l'histoire de ma propre famille. Ma sœur a toujours été celle qui obtenait les grandes réactions. Quand nous étions enfants, elle décidait qu'elle voulait essayer un nouveau passe-temps et toute la maison se réorganisait autour de son emploi du temps. Quand j'ai été admise dans un programme pour lequel j'avais travaillé toute mon adolescence, mes parents ont dit « bien joué ». Puis sont retournés s'occuper de son dernier drame d'amitié. Donc, cela ne m'a pas choqué que sa grossesse soit instantanément devenue l'événement principal dans notre conversation de groupe familial. Ma mère m'envoyait des mises à jour quotidiennes sur les envies,
les humeurs et les rendez-vous de ma sœur. Mon père a commencé à plaisanter sur le fait d'économiser pour l'université de son petit enfant. Et chaque fois qu'il disait quelque chose comme « Nous avons attendu si longtemps pour ça », je sentais ma main se poser sur mon propre ventre et je devais me mordre la langue pour ne rien dire. Mon mari n'arrêtait pas de me dire que nous ne faisions rien de mal en gardant le secret. Mais la culpabilité est tenace, bruyante et se fiche de la logique. La planification de la baby shower a commencé environ 5 minutes après que ma sœur a annoncé sa grossesse. Elle voulait quelque chose de grand, évidemment, quelque chose d'extra, d'esthétique et plein de photos qu'elle pourrait poster plus tard sur une application de médias sociaux avec une légende dramatique sur les bénédictions. Quand elle m'a appelé pour me demander si je voulais bien l'aider, ce n'était pas vraiment une question. Elle a dit, « Tu es si doué pour l'organisation et la décoration. Cela signifierait tellement si tu pouvais t'en occuper. » Et j'ai entendu ce qu'elle n'a pas dit à voix haute, qui était, « Tu es la responsable et c'est ton travail. » J'aurais pu dire non. Je le sais. J'aurais absolument pu dire, « Je travaille à plein temps. Je suis épuisé. Je suis enceinte moi-même et j'essaie de ne pas vomir tous les matins. » Mais ce qui est sorti de ma bouche, c'est, bien sûr, tout ce dont tu as besoin. Parce qu'une partie de moi pensait encore que si j'en faisais assez, peut-être que quelqu'un me verrait enfin. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café un week-end, avec sa pile d'idées. Et quand je dis pile, je veux dire qu'elle est arrivée avec tout un dossier rempli de photos imprimées et de captures d'écran de décorations élaborées qui appartenaient clairement à des magazines et non à la salle communale qu'elle avait réservée dans un centre local. Il y avait des arches de ballons, des toiles de fond personnalisées, des tables de dessert à thème et de minuscules cadeaux pour les invités qui nécessiteraient une armée de main-d'œuvre non rémunérée. J'ai tout parcouru, faisant ce calcul mental du coût par rapport à ce qu'elle pensait que les choses coûtaient, et j'ai doucement essayé de la ramener à la réalité. Elle a plissé le nez chaque fois que je suggérais une version plus simple. Puis elle a glissé le dossier vers moi et a dit, « Je te fais confiance. Fais juste en sorte que ça ressemble à ça, comme si elle passait une commande dans un magasin au lieu de demander à sa sœur enceinte de prendre un deuxième emploi. » Le coup a été la partie amusante suivante. Ma sœur n'a pas vraiment de compte d'épargne. Et elle l'a dit d'une manière désinvolte, comme si ce n'était pas grave. Le lieu est couvert, mais les décorations, la nourriture et tout ça. Je veux dire, tu gagnes plus que moi. Peut-être que tu pourrais aider et que ce serait ton cadeau, a-t-elle dit en souriant, comme si elle venait de m'offrir l'opportunité d'une vie. J'ai hésité parce que mon mari et moi avions notre propre budget serré et une liste croissante de dépenses liées au bébé que nous n'avions même pas commencé à aborder. Mais ensuite, elle a ajouté, « Ce serait si spécial si ça venait de toi. » Et ma culpabilité s'est levée et a mis ses chaussures. Je lui ai dit que nous pouvions partager les frais, que je couvrirais une partie de la compte du traiteur et quelques décorations, et elle a pratiquement sauté sur sa chaise de soulagement, comme si elle avait connu la réponse avant de demander. Planifier cette baby shower est devenu une quête secondaire à plein temps. J'ai passé des soirées après le travail sur des projets de bricolage que je n'ai jamais vraiment voulu apprendre à faire. Des brûlures de pistolet à colle sur mes doigts et mes pieds qui enflaient d'une manière que j'essayais de prétendre n'être pas liée au petit être humain en moi. J'ai traité avec les fournisseurs. J'ai négocié un tarif plus bas avec le service de traiteur. J'ai épluché le calendrier des événements de cette salle communale pour trouver une date qui convenait à tout le monde, sauf apparemment à moi. Chaque fois que je mentionnais que j'étais fatigué, ma mère disait, « Oh, attends d'avoir des enfants. » Et je ravalais l'envie de crier. Ma sœur m'envoyait des textos quotidiens avec de nouvelles choses indispensables, certaines petites, d'autres follement chères. Et chaque fois que je lui rappelais le budget, elle envoyait un visage triste et un message sur le fait qu'elle voulait juste que ce soit parfait pour le bébé. J'ai couvert plus de frais que ce que nous avions convenu parce que c'était plus facile que de discuter. Et je n'arrêtais pas de me dire que c'était bien, que c'était ce que faisaient les grandes sœurs. La grossesse secrète rendait tout environ 10 fois plus compliqué. Je jonglais avec la nausée, la fatigue et un cerveau qui avait l'impression de tourner au ralenti en permanence, et je ne pouvais pas vraiment expliquer à ma sœur pourquoi j'avais constamment besoin de pause, ou pourquoi je disparaissais parfois pour m'asseoir dans une cabine de toilette. Respirant lentement pour ne pas m'évanouir. Je l'ai assez bien caché. Des vêtements amples, prétendant que la nausée venait d'antibiotiques quand on me le demandait, refusant le vin en disant que j'étais sous traitement. Personne ne l'a remis en question parce que personne ne me regardait vraiment. Je lui ai dit que le travail était stressant, que je ne dormais pas bien, et elle a répondu, pareil. J'ai mal au dos. Comme si elle était en compétition.
Mon mari n'arrêtait pas de me demander s'il voulait qu'il intervienne. Peut-être suggérer gentiment que je ne pouvais pas continuer à tout faire toute seule, mais je lui ai dit de ne pas le faire. Je n'arrêtais pas de penser que si je tenais juste jusqu'au jour de la baby shower, je pourrais enfin me retirer sans être traité d'égoïste. Le jour de la baby shower est arrivé plus vite que je ne le voulais. Je suis arrivé tôt sur les lieux, traînant des boîtes de décoration, et essayant de ne pas penser à mon dos qui hurlait ou à mes chevilles qui avaient pratiquement disparu. J'ai installé les tables, collé les bannières, disposé les centres de table exactement comme ma sœur l'avait imaginé dans son dossier. J'ai coordonné avec le personnel du traiteur à leur arrivée, je me suis assuré que la nourriture était jolie et restait chaude, puis j'ai couru dans tous les sens pour régler de minuscules détails que personne ne remarquerait, mais sur lesquels ma sœur ferait certainement un commentaire. Chaque fois que je sentais cette vague de nausées familières, je me réfugiais dans les toilettes et me penchais au-dessus du lavabo, me raisonnant pour ne pas paniquer. Quand ma sœur est entrée, son visage s'est illuminé et pendant environ 5 secondes, j'ai vraiment eu l'impression que cela en avait valu la peine. Elle a regardé tout autour d'elle, la main sur son ventre, et a dit « Oh mon Dieu, c'est exactement ce que je voulais ». Et j'ai ressenti une petite bouffée de fierté percer à travers l'épuisement. Les invités ont commencé à arriver peu après. Des parents, de vieux amis, des collègues de mes parents, et la vague habituelle de petites conversations a déferlé dans la pièce. Les gens ont complimenté les décorations, la nourriture, l'atmosphère, et ma mère, à son crédit, a dit à quelques personnes que j'avais tout organisé, ce qui était un miracle en soi. Pourtant, chaque fois que quelqu'un disait quelque chose comme le premier petit enfant ou tu dois être si excité, je sentais mes épaules se tendre. Le nuage d'orage sous forme humaine est arrivé environ une demi-heure plus tard, portant des talons trop hauts pour une salle communale et un sac cadeau qui semblait coûter plus cher que le paiement de ma voiture. La meilleure amie de ma sœur a toujours eu ce talent pour dire la chose la plus grossière possible sur le ton le plus désinvolte, puis faire semblant d'être confuse quand quelqu'un se vexe. Elle est entrée en trombe, a serré ma sœur dans ses bras, a jeté un coup d'œil à la pièce, et a immédiatement fait la grimace à l'un des centres de table. Mignon, dit-elle sur le ton que les gens utilisent quand ils voient le dessin d'un enfant qui est techniquement reconnaissable. Puis elle s'est tournée vers moi et a ajouté, « C'est toi qui as fait tout ça, n'est-ce pas ? Ça a l'air fait maison. » J'ai ri pour ne pas en faire toute une histoire parce que j'avais toute une liste d'incendies à éteindre et je n'avais pas l'énergie d'en allumer de nouveau. Tout au long de l'après-midi, elle n'a cessé de critiquer de petites choses. Elle s'est plainte que la nourriture était un peu basique tout en se resservant une 3e fois. Elle a plaisanté bruyamment sur le fait que le lieu était un peu petit, et chaque fois que quelqu'un complimentait l'installation, elle a réussi à le transformer en une remarque désobligeante sur le travail que ma sœur aurait soi-disant fait. Alors que la principale contribution de ma sœur avait été de m'envoyer des photos de choses que d'autres personnes avaient créées. La plupart des gens l'ignoraient parce que c'est ce que tout le monde avait appris à faire au fil des ans. Mais je sentais ma patience s'amenuiser comme un ballon sur le point d'éclater. Ma mère m'a lancé le regard « ne commence rien plus d'une fois ». Et j'ai essayé. J'ai vraiment essayé d'avaler ça et de maintenir la paix. Puis est arrivée la partie de l'après-midi où tout le monde s'est rassemblé pour regarder ma sœur ouvrir les cadeaux et faire semblant d'être surprise, même si elle s'était inscrite pour chaque article. Les gens ont pris la parole à tour de rôle, racontant de petites histoires, portant des toasts. C'était très standard, jusqu'à ce que l'ami de ma sœur prenne son verre et le tapote avec une fourchette, produisant ce son sec et tintant qui exige l'attention. La pièce s'est tue et elle a souri de cette manière qui signifie qu'elle est sur le point de dire quelque chose d'horrible déguisé en humour. Alors elle a commencé, je veux juste dire à quel point je suis excité que ma meilleure amie devienne enfin maman. Elle a attendu si longtemps et honnêtement, elle va être incroyable. Elle a toujours été la plus attentionnée. C'était déjà une pique, mais peu importe. J'aurais pu laisser passer. Puis elle a continué. Et je trouve ça si gentil que sa grande sœur ait organisé tout ça pour elle, dit-elle en désignant la pièce. Surtout que, vous savez, certaines personnes n'obtiennent pas toujours ce qu'elles veulent dans ce domaine. Mon estomac s'est noué. Je lui ai lancé le genre de regard qui aurait dû mettre le feu à ses cheveux. Elle l'a ignoré. Je veux dire, après tout ce qu'elle m'a dit sur la situation précédente, a-t-elle ajouté, sa voix baissant sur ce ton faussement sympathique. C'est juste magnifique que tu sois toujours prête à célébrer le parcours de quelqu'un d'autre. Pendant une seconde, je n'ai même pas traité les mots. Puis ils m'ont frappé d'un seul coup. Elle parlait de ma fausse couche. Mon traumatisme médical privé que j'avais partagé avec ma sœur,
qui avait apparemment décidé que c'était un bon sujet pour des confessions nocturnes avec son ami. La pièce est devenue silencieuse. On pouvait entendre le bourdonnement du climatiseur et le couinement du jouet d'un bébé dans un coin. Je sentais la chaleur monter le long de mon cou, mon cœur battant si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai prononcé son nom une fois, sèchement, juste pour voir si elle allait peut-être faire marche arrière. Elle ne l'a pas fait. Elle m'a souri, ce sourire lent, faux, sympathique, et a ajouté « Oh, désolé ». C'était un secret. Comme si elle avait accidentellement mentionné une fête surprise et non pas déchiré la partie la plus douloureuse de ma vie, là, entre le gâteau de couche et la table des cadeaux. Ma mère a murmuré quelque chose comme « Elle a un peu trop bu ». Ce qui était l'excuse standard qu'elle utilisait pour quiconque se comportait mal en public, comme si l'alcool écrivait et livrait leurs répliques à leur place. Mon père se tenait près de la table des cadeaux, les bras croisés, faisant semblant d'être très intéressé par son téléphone. Il avait tout entendu. Il n'a rien fait. J'ai regardé ma sœur, attendant qu'elle intervienne, qu'elle dise ne serait-ce qu'une seule phrase, comme « ce n'était pas ton histoire à raconter ». Ou « tu n'aurais pas dû partager ça ». Rien. Elle fixait un sac cadeau, les joues légèrement rouges, et ne voulait pas croiser mon regard. Elle n'a pas dit un mot. Je ne peux pas expliquer le genre de trahison qui vous frappe dans ce genre de moment. Ce n'était pas seulement que ma douleur avait été servie comme divertissement. C'était que la seule personne qui savait exactement à quel point cette perte m'avait brisé est restée assise là et à regarder faire. Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé le sol. Tous les yeux de la pièce se sont tournés vers moi comme si nous étions dans un drame à petit budget. Mes mains tremblaient. Je pouvais sentir mon bébé, un fait que personne ne connaissait encore, bouger en moi, comme si même elle pouvait sentir à quel point tout était faux. J'ai entendu ma propre voix, calme et trop forte, dire « Nous avons terminé ici ». Ma mère s'est précipitée, chuchotant « S'il te plaît, ne fais pas de scène ». Ce qui était hilarant parce que la scène avait déjà été faite sur mon enfant disparu. J'ai dit très clairement à l'amie de ma sœur que ce qu'elle avait fait était dégoûtant, que partager mon histoire médicale n'était pas son travail, et que si elle parlait encore de moi, nous aurions une conversation très différente. Une qui pourrait impliquer un signalement à quelqu'un qui pourrait faire quelque chose contre le harcèlement. Elle a levé les yeux au ciel et a dit quelque chose sur le fait d'être juste honnête, ce qui m'a presque fait grimper sur la table des cadeaux, mais je me suis contenu. Je me suis tourné vers ma sœur et j'ai dit, soit elle part, soit je pars. Ce n'était pas un bluff. Je pensais chaque mot. Ma sœur n'a même pas hésité. Elle a serré son amie dans ses bras et a dit, calmons-nous tous, d'accord ? Elle n'a rien dit de faux. D'une voix douce qui, d'une manière ou d'une autre, me faisait passer pour l'irrationnel. C'était ça. C'était le moment où quelque chose en moi a vraiment craqué. J'ai attrapé mon sac, j'ai dit à ma mère qu'elle pouvait s'occuper du reste de la facture du traiteur parce que je ne payais plus pour le privilège d'être humilié, et je suis sorti. Les gens m'ont regardé partir comme si je venais de renverser le gâteau, mais personne n'a rien dit. Et honnêtement, ce silence en disait plus sur eux tous que n'importe quel discours aurait pu le faire. Dans le parking, je me suis assise dans ma voiture, les mains toujours tremblantes sur le volant, essayant de respirer à travers un mélange de rage et de nausée. J'ai envoyé un simple texto à mon mari, je suis parti. J'expliquerai en rentrant. Et il m'a appelé immédiatement. Je lui ai tout raconté sur le chemin du retour, ma voix oscillant furieuse et plate. Et il est devenu si silencieux que pendant une seconde, j'ai cru que nous avions été déconnectés. Puis il a dit très calmement, je suis si content que tu sois parti. Et quelque chose dans ma poitrine s'est détendu. Quand je suis rentré à la maison, il m'a serré dans ses bras avant même que je puisse enlever mes chaussures. Et il a écouté toute l'histoire à nouveau, la mâchoire si serrée que je pouvais voir le muscle se contracter. Il a demandé le nom de l'ami de ma sœur sur une application de médias sociaux, a trouvé son profil plus vite que je ne l'aurais cru, et a tapé un message qu'il m'a lu à voix haute avant de l'envoyer. Ce n'était ni menaçant ni dramatique. C'était court et clair. Il disait que son comportement était cruel et inacceptable, qu'elle n'avait aucun droit de parler de moi ou de notre famille, et que si elle continuait, nous envisagerions d'aller plus loin. Elle a répondu des heures plus tard avec une demi-excuse qui blâmait le fait d'être un peu pompette et insistait sur le fait qu'elle n'avait aucune idée que c'était un sujet si sensible. Ce qui m'a honnêtement fait rire parce que comment pourrait-il y avoir un univers où une fausse couche n'est pas un sujet sensible ?
Les jours après la baby shower ont été un tourbillon d'appels téléphoniques et de messages de ma mère qui disaient tous la même chose, que j'avais réagi de manière excessive, que j'avais gâché la journée spéciale de ma sœur, que je ramenais tout à moi. Elle a reconnu en termes vagues que l'ami de ma sœur était allé trop loin, mais d'une manière ou d'une autre, cela revenait toujours au fait que j'aurais dû rester et arranger les choses. Ma sœur m'a envoyé un texto une semaine complète plus tard, non pas pour s'excuser, mais pour exiger que je remplisse le reste de l'accord financier pour le traiteur parce que, selon ses mots, un accord est un accord, et qu'elle ne pouvait pas se permettre le reste seule. Je lui ai dit très clairement que je ne paierais pas un centime de plus pour une fête où j'avais été publiquement humilié avec des informations qu'elle avait divulguées. Elle m'a accusé de punir son bébé pour des problèmes d'adulte, ce qui était honnêtement une gymnastique mentale impressionnante. Les disputes n'arrêtaient pas de tourner en boucle comme ça. Chaque conversation se terminait avec quelqu'un me traitant de dramatique ou d'égoïste. Et chaque fois que je raccrochais, mon mari me rappelait que je n'étais pas folle, que ce qui s'était passé était objectivement mal. Il voyait les schémas encore plus clairement que moi parce qu'il s'était éloigné de sa propre version de cela des années auparavant. Il n'arrêtait pas de dire, tu n'es pas obligé de continuer à marcher dans le feu juste parce qu'ils s'y attendent. Et lentement, douloureusement, j'ai commencé à le croire. J'aimerais pouvoir dire que j'ai fait une coupe nette et décisive tout de suite, mais la vérité est qu'il a fallu un autre mois à être poussé et culpabilisé avant que je le fasse enfin. Ma mère alternait entre pleurer au téléphone sur le fait qu'elle était coincée entre ses filles et me crier que je déchirais la famille. Mon père, quand il prenait la peine d'appeler, restait principalement neutre, marmonnant des choses sur l'espoir que nous puissions tous passer à autre chose tout en n'abordant jamais ce qui m'avait été fait. Ma sœur envoyait de longs messages sur à quel point la grossesse était difficile, à quel point elle était stressée par l'argent, à quel point elle avait besoin de sa famille, tout en refusant toujours de dire les deux mots de base qui auraient réellement signifié quelque chose. Je suis désolé. Puis, une nuit, après un énième appel où ma mère a terminé en me disant que je devais m'excuser auprès de ma sœur pour être la bienvenue aux futurs événements familiaux, je me suis assise sur le canapé avec mon mari et la dernière photo d'échographie de notre bébé sur mes genoux. Et quelque chose en moi s'est simplement apaisé. J'ai réalisé que je ne pouvais pas contrôler s'il me comprenait. Je ne pouvais contrôler que si je continuais à leur offrir des places au premier rang pour me blesser. Alors, j'ai écrit un dernier message dans la conversation de groupe familial. J'ai dit que jusqu'à ce qu'il y ait une réelle prise de responsabilité et des excuses sincères, je prendrais du recul. Je leur ai dit que je les aimais, mais que je m'aimais, moi et l'enfant que je portais, plus que j'aimais être leur punching ball désigné. Puis, j'ai mis la conversation en sourdine et j'ai bloqué le numéro de ma sœur. Le silence qui a suivi était à la fois terrifiant et paisible. Pour la première fois de ma vie, mon téléphone ne bourdonnait pas constamment de demandes ou de culpabilisation. Les premiers jours, je continuais à le prendre par habitude, m'attendant à une autre vague de drame. Et quand elle n'est pas venue, j'ai dû m'asseoir avec mes propres pensées, ce qui était sa propre forme d'inconfort. Je me suis concentré sur ma grossesse à la place. Je suis allé à des rendez-vous sans avoir à mentir sur où j'allais. J'ai acheté de minuscules vêtements avec mon mari les week-ends tranquilles. Nous avons peint un coin de notre petite deuxième chambre et nous nous sommes disputés sur l'art mural d'une manière qui semblait vraiment amusante parce que cela nous concernait, pas les attentes de quelqu'un d'autre. Ma mère a essayé de trouver de nouvelles façons de contourner la limite. Elle a appelé depuis différents numéros. Elle a envoyé des emails. Elle a même demandé à une cousine de me contacter pour me dire que ma sœur souffrait et que cela la tuerait si je n'étais pas là à la naissance du bébé. Je suis resté ferme. Je n'ai pas répondu. Cela semblait parfois cruel, mais chaque fois que j'envisageais de céder, je me souvenais de me tenir dans cette salle communale avec mon traumatisme exposé à des étrangers et ma sœur assise là en silence, protégeant son ami au lieu de moi. Le bébé de ma sœur est né quelques mois avant le mien. Je l'ai appris comme les connaissances éloignées apprennent les choses, par une photo que quelqu'un d'autre a partagée en ligne avec une légende sur la beauté du fait que mes parents étaient enfin devenus grands-parents. J'ai regardé la photo pendant un long moment, ressentant un étrange mélange de tristesse et de distance. Cet enfant n'avait rien fait de mal, mais je ne pouvais pas me résoudre à réintégrer un système familial qui n'avait aucun problème à piétiner ma douleur. J'ai posé ma main sur mon propre ventre et j'ai murmuré que je ferais mieux pour ma fille, que je ne la ferais jamais choisir entre se protéger et être aimée. Quelques semaines après la naissance de ma nièce, ma sœur a soudainement envoyé un texto à mon mari. Pas à moi, à mon mari. Elle avait apparemment réalisé que je l'avais bloqué et avait décidé qu'il était la meilleure option suivante.
Son message était un long paragraphe sinueux sur la difficulté de la nouvelle maternité, à quel point elle était épuisée, comment elle et son mari ne pouvaient pas se permettre une garde d'enfants adéquate. Et à quel point il était contrariant que notre mère ne soit pas physiquement capable d'aider davantage pendant la journée. Puis elle en est venue au vrai sujet. Elle voulait que je garde le bébé gratuitement, régulièrement. Elle a écrit des choses comme « Ce serait si spécial que les cousins se lient », comme si mon enfant était déjà arrivé et pouvait simplement être déposé dans ce petit plan de jeu. Mon mari m'a montré le message avec un sourcil levé, comme s'il attendait ma réaction. J'ai ri. Pas un rire mignon. Un de ces rires secs, fatigués, qui sonnent un peu déséquilibrés. Après tout ce qui s'était passé, après qu'ils m'aient traité d'égoïste et de dramatique et qu'ils aient clairement fait savoir que je n'étais pas la bienvenue à moins de m'excuser, maintenant j'étais soudainement l'option parfaite pour la garde d'enfants non rémunérés. Absolument pas. J'ai dit à mon mari de répondre par un seul mot, non. Pas d'explication, pas d'excuse, pas de négociation. Juste non. C'était apparemment la fin de la partie polie du programme. Ma sœur est passée en mode nucléaire. Elle a envoyé un flot de messages de colère sur le fait que je gardais rancune, que je punissais un enfant innocent, que la famille était censée se soutenir mutuellement. Elle m'a accusé d'être jalouse qu'elle soit devenue mère la première, ce qui était presque drôle étant donné que j'étais enceinte pendant tout le temps où elle était occupée à utiliser mon infertilité comme une arme pour obtenir de la sympathie. Elle a dit qu'elle était prête à oublier le passé si j'acceptais d'aider, comme si le pardon était un coupon que j'obtiendrais en échange de travail gratuit. Ma mère s'est jointe à la fête, bien sûr. Elle a appelé mon mari pour lui dire que je laissais l'amertume tout gâcher et qu'il serait guérissant pour moi de passer du temps avec un bébé, comme si un enfant était une sorte de projet thérapeutique et non un être humain réel. Mon mari l'a interrompu au milieu de son discours et a dit calmement que notre réponse était non, que ma santé et notre bébé passaient en premier et qu'il devait respecter cela. Elle lui a raccroché au nez. Elle a ensuite essayé de m'appeler depuis un numéro inconnu et quand je l'ai vu apparaître, je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Elle a laissé un long message sur la façon dont un jour je le regretterais, comment les parents ne vivent pas éternellement, comment je perdais un temps précieux. C'était manipulateur, prévisible, et ça faisait quand même mal. Parce que c'est ça, la famille. Même quand on comprend les schémas, ils savent vous viser. À travers tout cela, ma grossesse s'est poursuivie tranquillement, presque dans un univers complètement séparé du drame familial. J'avais un médecin que j'aimais, une infirmière qui se souvenait de mon nom et de mon histoire et ne la mettait jamais de côté. Mon mari venait à chaque rendez-vous qu'il pouvait, et quand il ne le pouvait pas, il posait 1 million de questions après. Nous avons aménagé notre petit coin nurserie avec des meubles d'occasion que nous avons nettoyés et repeints nous-mêmes. Et honnêtement, cela semblait plus sacré que n'importe quelle fête extravagante n'aurait jamais pu l'être. Quand je suis entré en travail, c'était juste nous. Pas d'appels frénétiques à des parents, pas de textos de groupe, pas de mise à jour toutes les heures. Nous sommes allés à l'hôpital au milieu de la nuit, et je lui ai serré les mains si fort que j'ai laissé des marques, et il n'arrêtait pas de me dire que je faisais un excellent travail, même quand je lui criais que je ne voulais plus jamais refaire ça. Notre fille est née juste avant l'aube, minuscule, bruyante et bien vivante. Et la première fois qu'ils l'ont posée sur ma poitrine, j'ai senti quelque chose en moi se briser d'une manière à la fois terrifiante et belle. J'ai pleuré de cette manière profonde et viscérale qui ressemblait à un enchevêtrement de deuil, de joie et de soulagement. Mon mari s'est penché sur nous, des larmes coulant sur son visage, et a murmuré « Elle est vraiment là », comme si nous n'y avions pas tout à fait cru jusqu'à ce moment. Dans cette chambre d'hôpital, sans membres de la famille attendant dans le couloir ou planant au-dessus de moi avec des appareils photos, je me suis senti plus soutenu que je ne l'avais jamais été dans une pièce pleine de parents. Nous n'avons rien dit à personne tout de suite. Pendant les 2 premiers jours, nous avons vécu dans cette petite bulle de privation de sommeil, d'odeur de nouveau-né, et d'essai pour garder un petit être humain en vie sans perdre la tête. Finalement, j'ai posté une seule photo sur une application de médias sociaux. Rien de dramatique, juste une photo de la petite main de notre fille enroulée autour de mon doigt avec une courte légende sur son arrivée. En quelques minutes, mes notifications se sont allumées. D'anciens amis, des collègues et des parents éloignés ont envoyé des félicitations, des émojis en forme de cœur et des messages sur à quel point ils étaient heureux pour nous. Mon père a appelé cet après-midi-là depuis son téléphone professionnel, parce que bien sûr. Il n'a pas commencé par des félicitations. Il a commencé par « Alors, tu as eu un bébé ?» sur un ton qui impliquait que je l'avais fait dans son dos exprès. J'ai dit « Oui,
nous en avons eu un, et nous sommes tous en bonne santé. Il y a eu une pause, puis il a dit qu'il ne pouvait pas croire que nous avions gardé la grossesse secrète, que ma mère était dévastée, que ma sœur se sentait trahie. J'ai écouté un peu, puis je lui ai posé une simple question. Où avait-il été ces derniers mois pendant que ma mère et ma sœur m'insultaient et essayaient de me forcer à faire de la garde d'enfants gratuite? Il n'avait pas de réponse. Il a marmonné quelque chose sur le fait de ne pas vouloir se mettre au milieu, ce qui se traduisait par « je ne voulais pas m'en occuper ». Je lui ai dit calmement qu'on ne peut pas ignorer la douleur de quelqu'un et ensuite se plaindre quand cette personne cesse de vous offrir l'accès à sa joie. J'ai dit que j'étais ouverte à avoir une relation avec lui s'il pouvait respecter mes limites et cesser de relayer les messages de ma mère et de ma sœur. Je lui ai dit que je ne discuterais plus d'elle ni de leurs sentiments avec lui. Il a dit quelque chose sur la difficulté que cela représenterait puisqu'ils se parlaient tous. Et j'ai dit, alors peut-être que nous ne devrions pas nous parler aussi souvent. Et il s'est tu. Nous avons terminé l'appel sur une note polie, mais je savais au fond de moi que ce que nous avions avant s'était transformé en quelque chose de plus petit et de plus distant. La première année de la vie de ma fille a été merveilleusement ordinaire et épuisante de toutes les manières habituelles. Il y a eu des nuits blanches, des taches de régurgitation et des moments où j'ai pleuré sous la douche parce que j'étais si fatigué que je le sentais dans mes os. Il y a eu aussi de petits rires, les premiers pas et ce sentiment chaque fois qu'elle posait sa tête sur mon épaule qui rendait toutes les parties difficiles supportables. Mon mari et moi nous relayions pour être celui qui était stable quand l'autre était sur le point de craquer. Nous avons construit nos propres routines, nos propres petits rituels, et pour la première fois, mon sens de la famille s'est élargi d'une manière qui me semblait sûre au lieu d'être lourde. Les informations sur la vie de ma sœur me parvenaient lentement, par bribes aléatoires de cousins et de connaissances communes qui m'envoyaient des messages comme « Oh mon Dieu, as-tu entendu ?» même si je ne faisais clairement plus partie de ce monde. Je les ignorais généralement, mais une nouvelle a réussi à passer parce qu'elle venait de quelqu'un en qui j'avais vraiment confiance, quelqu'un qui connaissait toute l'histoire et m'avait discrètement soutenu. Elle a appelé un après-midi pendant que ma fille faisait la sieste et a dit « Tu devrais peut-être t'asseoir », ce qui, soit dit en passant, n'est jamais une phrase réconfortante. Apparemment, ma sœur avait fini par accepter l'offre tacite de sa meilleure amie d'être beaucoup plus impliquée avec son bébé. La même amie qui avait publiquement exposé ma fausse couche à la baby shower s'était glissée dans le rôle que j'avais refusé, la garde d'enfants non rémunérée. Ma sœur se vantait auprès des gens de la chance qu'elle avait d'avoir quelqu'un prêt à l'aider gratuitement pendant qu'elle et son mari travaillaient. Sans jamais s'arrêter pour considérer qu'il y avait peut-être une raison pour laquelle la plupart des gens ne confiaient pas leurs enfants à quelqu'un qui traitait le traumatisme des autres comme une histoire de fête. Selon ma cousine, l'amie de ma sœur avait commencé à vivre pratiquement chez eux pendant la journée, gardant le bébé et utilisant l'endroit comme son lieu de rendez-vous personnel. Un après-midi, le mari de ma sœur est rentré plus tôt du travail parce qu'une réunion avait été annulée. Il est entré dans une maison calme, trop calme. Le bébé était dans un petit parc devant la télévision, seul, regardant une émission aux couleurs vives. Aucun adulte en vue. Le bébé allait bien, heureusement, mais il était quand même seul. Il a appelé, et quand personne n'a répondu, il a commencé à vérifier les pièces. Il a trouvé l'ami de ma sœur dans la chambre. Pas seul. Très occupé avec quelqu'un qui n'était certainement pas son partenaire de longue date. Elle avait utilisé leur maison comme lieu de rendez-vous galant tout en étant censée garder leur enfant. C'était le genre de cliché qui aurait été drôle s'il n'y avait pas eu un bambin impliqué. Je ne vais pas prétendre que je n'ai pas ressenti une pointe de justification en entendant ça. Il ne s'agissait pas de vouloir que quelque chose de mal arrive à la famille de ma sœur. Il s'agissait de l'ironie brutale de la situation. Elle avait choisi cet ami plutôt que moi, avait priorisé le maintien de cette relation harmonieuse plutôt que la protection de sa propre sœur. Et maintenant, cette même amie avait mis son enfant en danger réel. Selon ce que j'ai entendu, ma sœur a d'abord essayé de minimiser la situation, disant que le bébé allait bien, que rien de grave ne s'était réellement passé, que son ami avait fait une erreur. Son mari ne l'a pas vu de cette façon. Pour lui, c'était une énorme violation de confiance, non seulement de la part de l'ami, mais aussi de ma sœur, qui savait apparemment que cet ami avait l'habitude de jongler avec les hommes et lui avait quand même confié leur enfant. Les choses ont dégénéré à partir de là, de manière désordonnée mais honnêtement prévisible. Le mari de ma sœur a déménagé pendant un certain temps, puis est revenu, puis est reparti. Ils se sont disputés sur la garde, la sécurité et l'argent, et finalement les mots avocat et tribunal ont commencé à fuser. La dernière information concrète que j'ai eue,
c'est qu'il avait demandé le divorce et demandait la garde principale, invoquant la négligence et le manque de jugement. Les preuves n'étaient pas difficiles à trouver. Il y avait apparemment des messages où ma sœur et son amie avaient plaisanté sur le fait que le bébé ne remarquait même pas quand elle quittait la pièce pour des moments d'adulte. C'était écœurant et tellement typique de la façon dont ma sœur avait toujours traité les limites comme des suggestions facultatives. Des mois plus tard, ma cousine m'a dit que le tribunal avait accordé la garde principale à mon ancien beau-frère. Ma sœur est retournée vivre chez mes parents, se retrouvant soudainement au point de départ. Mais maintenant avec un droit de visite et une réputation dont elle ne pouvait pas se défaire par son charme. Ma mère, ironiquement, était furieuse contre l'ami qu'elle avait autrefois défendu comme étant juste un peu direct. Et mon père avait soudain beaucoup à dire sur la responsabilité et les conséquences. L'ami a complètement disparu des événements familiaux après ça. Même ma mère a cessé de mentionner son nom. Il aurait été bien que cette énergie ait existé à l'époque où ma sœur a laissé cette même amie me démolir devant tout le monde. Mais apparemment, l'indignation est sélective. Je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas dansé dans mon salon. J'ai, cependant, assis à ma table de cuisine, ma fille empilant des blocs à côté de moi, et j'ai senti cette confirmation profonde et silencieuse s'installer dans mes os. Je n'avais pas eu besoin d'orchestrer une grande vengeance ou de prononcer un discours dramatique. Tout ce que j'avais fait, c'était de prendre du recul, d'arrêter de réparer les dégâts des autres, d'arrêter de me proposer comme solution chaque fois que ma famille se mettait le feu. Et sans moi pour constamment rafistoler les choses, ils avaient finalement dû se tenir dans la fumée de leur propre choix. Parfois, je pense encore à ce jour dans la salle communale, à l'arche de ballon, aux nappes bon marché, et à la façon dont mes mains tremblaient en sortant. Je pense à la version de moi qui aurait pu rester, qui aurait ravalé son humiliation, fait un chèque pour le traiteur, puis serait revenu encore et encore, espérant que si elle aimait assez fort, il finirait un jour par l'aimer en retour comme elle en avait besoin. Je ne suis plus cette personne. Je suis la femme qui a choisi sa propre paix et son propre enfant plutôt que des gens qui lui ont montré très clairement que sa douleur était un dommage collatéral acceptable pour leur confort. Ma fille est encore jeune, mais un jour, elle posera des questions. Elle remarquera que pendant que d'autres enfants ont de grandes réunions de famille pour les fêtes avec des grands-parents, des tantes et des oncles, nos célébrations sont plus petites, plus calmes, construites autour d'une famille choisie et de quelques amis de confiance. Quand cela arrivera, je lui dirai la vérité, d'une manière adaptée à son âge, bien sûr. Mais je ne mentirai pas et je ne romantiserai pas les gens qui m'ont fait du mal. Je lui dirai que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de partir. Même lorsque l'on s'éloigne des personnes qui nous ont donné nos premières histoires. Je lui dirai qu'être parent avec quelqu'un ne lui donne pas le droit de vous briser encore et encore. Et si elle se retrouve un jour assise dans une pièce où quelqu'un transforme sa douleur en blague, j'espère qu'elle se souviendra que sa mère s'est un jour levée, a attrapé son sac, et est sortie, enceinte, tremblante et à bout. Non pas parce qu'elle n'aimait pas sa famille, mais parce qu'elle s'aimait enfin davantage. La première grande fête après la naissance de ma fille a été plus difficile que prévu. C'était l'une de ces fêtes douillet où les gens postent des photos de longues tables, de pyjamas assortis et de tout le monde se pressant dans une cuisine assez grande pour que 12 personnes partagent le plan de travail sans se poignarder. Mon fil d'actualité en était plein. Ma mère organisait traditionnellement ses journées, transformant la cuisine en un champ de bataille de casseroles et de poêles tout en se plaignant que personne ne l'aidait jamais, même si elle refusait toute offre d'aide parce que personne ne le faisait bien. J'avais fait partie de ce chaos toute ma vie, courant dans tous les sens avec des assiettes et essayant d'empêcher ma sœur de faire une crise à cause du plan de table. Cette année-là, ma petite famille de 3 est restée à la maison. Nous avons préparé de la nourriture simple qui ne nécessitait pas de tableur. Je tenais ma fille sur ma hanche pendant que mon mari remuait quelque chose sur la cuisinière, et j'attendais que la vague de tristesse me submerge. Elle est apparue brièvement, sous la forme de cette douleur lourde dans ma poitrine quand j'ai réalisé que personne n'allait débouler chez nous sans prévenir pour se plaindre de la circulation ou demander si nous avions du papier d'aluminium en trop. Mais ensuite, ma fille a ri de rien du tout, comme le font les bébés, juste ravis d'être en vie. Et mon mari m'a tendu une assiette et m'a embrassé sur le front. Et j'ai réalisé que pour la première fois, la journée nous appartenait, pas au scénario que ma famille avait écrit. Bien sûr, ma mère a quand même trouvé un moyen de faire une apparition. Elle a envoyé une photo de groupe de sa maison à mon adresse email parce qu'elle ne pouvait pas me joindre autrement, avec une légende sur le fait que tout le monde était là et que c'était vide sans tous ses enfants et petits-enfants. J'ai regardé cette photo plus longtemps que je ne veux l'admettre.
Ma sœur était au milieu, mes parents de chaque côté, ma nièce dans une chaise haute avec un bavoir qui avait probablement quelque chose de mignon imprimé dessus. Ils avaient l'air bien. Pas dévastés, pas brisés. Juste normaux. Ils avaient clairement trouvé un moyen d'avancer tout en se racontant une histoire où j'étais celle qui était partie sans bonne raison. Pendant un moment, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai commencé à m'imaginer de retour dans cette pièce, passant les plats, faisant semblant que tout allait bien. Puis je me suis souvenu de la dernière fois où j'avais été dans une pièce pleine de ces mêmes personnes, et de ce que j'avais ressenti en voyant mon pire souvenir transformé en chute de blague. Je me suis souvenu de qui avait pris ma défense, personne, et de qui m'avait demandé d'être plus discrète pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise. J'ai fermé l'email sans répondre et je suis retourné dans ma petite cuisine où ma fille essayait d'attraper une cuillère sur la table avec des mains collantes. J'ai choisi la vie devant moi au lieu de celle qui n'existait que comme une tentative de culpabilisation dans ma boîte de réception. Ma thérapeute, oui, j'en ai finalement une, et honnêtement, j'aurais dû le faire des années plus tôt, m'a aidé à démêler beaucoup de choses. Elle a souligné à quel point j'utilisais souvent des mots comme folle et dramatique pour me décrire alors que je réagissais simplement comme n'importe quel être humain le ferait en étant blessé à plusieurs reprises. Elle m'a aidé à voir la différence entre un conflit et de la maltraitance, entre une tension familiale normale et le genre de schéma où l'on demande toujours à une personne de se faire toute petite pour que tout le monde puisse s'étaler. Elle a aussi fait cette chose agaçante où elle demandait « Que dirais-tu à une amie si elle te racontait cette histoire ?» Et bien sûr, je disais toujours que je dirais à cette amie de fuir, ce qui rendait gênant d'admettre que j'étais toujours à la porte de ma propre maison en feu. Elle m'a demandé une fois quel était mon souvenir préféré avec ma sœur. Je suis resté assise là, à tirer un fil lâche de ma manche, essayant de penser à un souvenir qui n'impliquait pas que je joue les seconds rôles pour son projecteur. Il y a eu des moments, bien sûr. Des discussions tard dans la nuit dans notre chambre partagée à l'adolescence, des blagues privées sur les bizarreries de nos parents, un voyage en voiture vers une plage voisine un été où nous avons pris des coups de soleil et ri de la playlist bizarre que nous avions faite. Mais quand je suivais ces souvenirs jusqu'au bout, il y avait généralement un moment où elle se retournait contre moi, où je devenais la chute de la blague ou le bouc émissaire. C'était comme si chaque bon souvenir avait une taxe cachée. Mon mari et moi avons eu d'innombrables discussions tard dans la nuit sur la façon dont nous voulions gérer les choses quand notre fille serait plus grande. Nous avons convenu très tôt que nous ne lui mentirions pas, mais que nous ne lui déverserions pas non plus des problèmes d'adultes. Si elle exprimait un jour le désir de rencontrer ma famille, nous aborderions cela avec prudence, en établissant des règles claires et en étant prêts à nous retirer si les anciens schémas refaisaient surface. C'était étrange de planifier des hypothèses futures tout en me sentant parfois encore comme une fille moi-même, mais c'est peut-être ça, l'âge adulte. Apprendre à tenir plusieurs rôles à la fois sans laisser l'un d'eux vous engloutir. Il y a eu aussi des moments gênants dans la vie réelle. Rencontrer un parent éloigné dans un magasin qui ne connaissait pas la rupture et me demandait comment allait ma sœur. Recevoir une invitation adressée uniquement à moi et à ma fille pour une réunion de famille élargie. Clairement un test pour voir si je viendrais seul. Être identifié sur une photo d'enfance dans une publication au souvenir et sentir mon estomac se retourner en voyant le visage de ma sœur à côté du mien. Je suis devenu doué pour donner des réponses neutres, pour me désidentifier discrètement, pour laisser la curiosité des autres flotter au-dessus de moi sans s'accrocher à ma peau. Un jour, des mois après avoir appris la décision de garde, j'ai reçu un email de mon père. Pas d'objet, juste mon nom. C'était court, ce qui m'en disait déjà plus qu'un long paragraphe. Il a dit qu'il voulait que je sache qu'il avait vu la vie de ma sœur s'effondrer et qu'il avait pensé à m'appeler de nombreuses fois. Il a dit qu'il savait que je l'avais prévenu à ma manière, que j'avais essayé de fixer des limites bien avant que l'affaire n'aille au tribunal. Il ne s'est pas vraiment excusé, mais il a admis qu'il ne m'avait pas pris assez au sérieux, qu'il avait supposé que les choses s'arrangeraient, parce qu'elles s'étaient toujours arrangées quand c'était moi qui aplanissais les choses. Il a terminé l'email en disant que je lui manquais et que si je voulais un jour parler, il était là, mais qu'il comprendrait si je ne le voulais pas. C'était la chose la plus proche d'une prise de responsabilité que j'ai vue de la part de quiconque dans ma famille. J'ai regardé ce message pendant des jours, le relisant chaque fois que j'ouvrais ma boîte de réception, essayant de décider quoi en faire. Une partie de moi voulait l'appeler immédiatement, sauter sur l'occasion d'avoir une sorte de connexion qui n'impliquait pas la voix de ma mère dictant la conversation en arrière-plan. Une autre partie de moi était méfiante, sachant à quel point il serait facile de retomber dans les anciennes dynamiques si je n'étais pas prudente. Finalement, j'ai répondu par une réponse simple et honnête. Je lui ai dit que j'appréciais ses mots,
que cela signifiait quelque chose de l'entendre reconnaître ce qui s'était passé. J'ai aussi dit que reconstruire toutes sortes de relations prendrait du temps et de la constance, pas seulement un email après une crise. Je lui ai dit que je serais ouverte à des appels téléphoniques occasionnels tant que notre conversation resterait entre nous et ne se transformerait pas en mise à jour sur ma mère et ma sœur. J'ai cliqué sur envoyer et puis je suis restée assise là, mon cœur battant la chamade comme si je venais de sauter d'un haut rebord dans une eau dont je ne voyais pas le fond. Il a tenu sa promesse mieux que je ne l'espérais jusqu'à présent. Nos appels sont rares mais calmes. Il me demande des nouvelles de ma fille, de mon travail, de mon mari. Parfois, il dérape et mentionne le nom de ma mère, puis se rattrape et fait marche arrière, et je peux entendre les vieilles habitudes essayer de revenir. Quand cela arrive, je redirigeais doucement la conversation ou je la coupe court. Ce n'est pas parfait, mais c'est gérable, et surtout, c'est à mes conditions. Cela seul ressemble à un miracle mineur. Je ne parle pas à ma sœur. Je ne consulte pas ses profils. Je ne demande pas de ses nouvelles. Je n'envoie pas de message dans le vide auquel elle ne répondra jamais de la manière dont j'ai besoin. Les gens aiment dire que les liens du sang sont plus forts que tout. Comme si cela signifiait quelque chose quand vos parents de sang sont ceux qui vous font saigner. Je ne vais pas passer mon temps limité sur cette planète à supplier quelqu'un de me traiter avec un respect de base simplement parce que nous avons partagé une chambre d'enfant. Il y a cette force tranquille qui vient du fait de survivre à sa propre famille, de prendre du recul et de réaliser que l'on est toujours debout sans leur chaos constant tourbillonnant autour de soi. Ce n'est pas tape à accent grave l'œil. Ça ne se publie pas en ligne avec des citations inspirantes. Ça ressemble à créer ses propres traditions. Aller au lit sans que son téléphone ne vibre sur la table de chevet. Choisir de ne pas répondre quand quelqu'un essaie de vous entraîner à nouveau dans une dispute qu'ils ont commencée. Ça ressemble à tenir son enfant et à lui murmurer « tu es en sécurité » et à y croire vraiment parce qu'on a enfin construit une vie où c'est principalement vrai. Si vous vous demandez si je regrette quoi que ce soit, la réponse est oui et non. Je regrette les années que j'ai passées à me mettre le feu pour tenir les autres au chaud. Je regrette chaque fois que j'ai ri d'une blague cruelle à mes dépens pour éviter de mettre qui que ce soit mal à l'aise. Je regrette l'argent que j'ai versé dans des événements, des projets et des crises qui n'avaient rien à voir avec moi tout en me disant que j'étais une bonne fille, une bonne sœur, une bonne personne. Je regrette de ne pas avoir dit plus tôt à la jeune fille que j'étais qu'elle avait le droit de dire non. Je ne regrette pas d'être sorti de cette baby shower. Je ne regrette pas d'avoir refusé de payer le traiteur après avoir été humilié à une fête que j'avais organisée. Je ne regrette pas d'avoir bloqué le numéro de ma sœur ou d'avoir ignoré les tentatives de culpabilisation de ma mère. Je ne regrette pas d'avoir choisi d'avoir une grossesse et un accouchement privé, loin des gens qui avaient déjà prouvé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance avec ma douleur. Surtout, je ne regrette pas d'avoir construit une famille qui ressemble à un endroit d'où atterrir au lieu d'un test constant. Un jour, quand ma fille sera assez grande pour lever les yeux au ciel exprès en me regardant, claquer les portes et me dire que je ruine sa vie parce que je ne la laisserai pas faire quelque chose de clairement dangereux, je suis sûr qu'elle m'accusera d'être dramatique au moins une fois. Quand cela arrivera, je rirai probablement, parce que j'ai passé la première partie de ma vie à me faire dire que j'étais dramatique pour avoir demandé une gentillesse de base. Et je suis déterminé à ce que dans cette maison, mon enfant grandisse en sachant que ses sentiments comptent, même quand ils sont désordonnés, même quand ils sont gênants. Elle pourra me traiter de dramatique autant qu'elle voudra, tant qu'elle saura au fond d'elle que je choisirai toujours sa sécurité plutôt que le confort de quelqu'un d'autre. Si cela fait de moi la méchante dans la version de l'histoire de ma famille, soit. Ils peuvent me traiter d'égoïste, de froide, d'ingrate, tout ce qui les aide à dormir la nuit. Je sais ce qui s'est vraiment passé. Je sais qui est resté silencieux et qui a parlé, qui a tendu la main et qui n'a appelé que quand il avait besoin de quelque chose. Je sais qui je suis devenu quand j'ai finalement cessé d'essayer d'être tout pour tout le monde. Et je sais que la petite fille qui m'appelle maman grandit en me regardant fixer des limites et les tenir, même quand c'est difficile. Ce n'est pas une fin glamour. Il n'y a pas de retrouvailles spectaculaires, pas d'excuses grandioses qui réparent tout, pas de montage final où tout le monde se serre dans les bras et rit en regardant de vieilles photos. Il y a juste moi, mon mari, notre fille, un petit cercle de personnes qui sont réellement présentes, et beaucoup de jours ordinaires où rien n'explose. Et honnêtement, après la famille dont je viens, cela ressemble à la fin la plus heureuse que j'aurais pu demander. Parfois, je m'imagine une version de ma vie où les choses se seraient passées différemment avec ma famille. Où ma sœur aurait arraché ce micro et où ma mère aurait pris mon parti pour une fois au lieu de s'inquiéter de savoir si quelqu'un était mal à l'aise.
c'est une rêverie rapide, le genre qui surgit quand je suis en manque de sommeil et que je fais défiler des photos de familles mignonnes d'autres personnes. Mais ça passe. Je ne peux pas ignorer ce qu'ils ont réellement fait quand ça comptait. Je ne peux pas prétendre que je ne les ai pas regardés choisir leur confort plutôt que ma douleur en temps réel. La vraie vie que j'ai maintenant semble beaucoup moins dramatique de l'extérieur. Et honnêtement, c'est la meilleure partie. Le mois dernier, j'ai emmené ma fille dans un petit parc près de chez nous, par une de ces journées étrangement chaudes qui apparaissent au milieu du froid juste pour embrouiller tout le monde. Elle était sur les balançoires, criant que je la pousse plus haut, ses cheveux tout emmêlés et sauvages. Une femme de mon âge s'est assise sur le banc à côté de moi et a commencé à parler de sa réunion de famille de la semaine précédente. Comment ses frères et sœurs l'avaient agacée. Comment sa mère avait fait un commentaire qui l'avait froissé. Des choses normales. Puis elle a ri et a dit, mais à la fin, tu sais comment c'est. La famille, c'est tout. J'ai juste souri et hoché la tête parce que ce n'était ni le moment ni l'endroit pour déballer tout ça. Mais quand j'ai regardé ma fille et que je l'ai entendue crier, encore, maman. Encore, quelque chose s'est apaisé en moi. La famille n'est pas tout si elle vous coûte vous-même. Je ne lui apprendrai pas que l'amour signifie supporter l'humiliation juste parce que quelqu'un partage votre nom de famille. Je lui apprendrai que l'amour, c'est pouvoir dire la vérité et être toujours en sécurité dans la pièce. Ce jour-là au parc, quand nous sommes rentrés à la maison, elle tenant une petite fleur écrasée dans son poing, elle m'a regardé et a dit très sérieusement, « Je suis contente que ce soit juste nous trois. » J'ai ri et lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, et elle a haussé les épaules de cette manière insouciante des enfants et a dit, « C'est calme. J'aime notre maison. » C'était ça. Pas de grand discours, juste un petit commentaire désinvolte qui m'a dit qu'elle ressent ce pourquoi je me suis battu, même si elle ne connaît pas encore l'histoire derrière. Je me souviens exactement où j'étais quand j'ai appris que ma sœur avait perdu la garde. J'étais dans la cuisine en train de couper des fruits pour ma fille, qui était assise à table en train de dessiner sa version d'un chat qui ressemblait à un nuage de guingois avec des pattes. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. C'était ma cousine, la seule personne de ce côté qui n'a jamais essayé de me culpabiliser. Elle a demandé si j'avais une minute, sa voix ayant déjà ce ton doux que les gens prennent quand ils sont sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. Quand elle me l'a dit, j'ai posé le couteau et je me suis juste appuyé sur le comptoir un instant, fixant la planche à découper collante. Ma première émotion n'a pas été la joie ou le bienfait pour elle. Même si je mentirais si je disais qu'il n'y avait pas une once de satisfaction amère en sachant que l'ami que ma sœur avait choisi plutôt que moi avait enfin montré son vrai niveau de loyauté. Surtout, j'ai ressenti cette tristesse lourde et fatiguée que cela ait pris quelque chose d'aussi énorme pour que quiconque réalise que la situation n'était pas aussi inoffensive qu'il le prétendait. Ma fille a crié de la table, me demandant pourquoi j'avais arrêté de couper les fruits. J'ai pris une grande inspiration, je me suis secoué, et j'ai recommencé à couper. Quand j'ai raccroché, je ne me suis pas précipité pour raconter toute l'histoire à mon mari. Je n'ai pas versé de verre ni posté une vague citation en ligne sur le karma. J'ai juste fini de préparer un encas et je me suis assise avec ma fille pendant qu'elle me racontait une histoire de 3 minutes sur son dessin. Plus tard, quand mon mari est rentré, je lui ai raconté en termes simples ce qui s'était passé. Il a secoué la tête, a dit quelque chose sur le fait que ça allait toujours se terminer comme ça si personne ne faisait jamais face aux conséquences. Et puis il m'a serré dans ses bras un peu plus longtemps que d'habitude. C'était tout. Pas de discours de vengeance nécessaire. Leur choix les avait finalement rattrapés sans que j'aie à lever le petit doigt. Quelques semaines après ça, mon père a appelé. Pas avec une mise à jour, pas pour me convaincre de réparer quoi que ce soit. Juste pour me parler d'une petite opération qu'il allait subir et qu'il était nerveux. C'était la première fois depuis longtemps qu'il parlait de sa propre peur au lieu de prétendre que tout allait bien. J'ai écouté. J'ai posé des questions. J'ai gardé la conversation centrée sur lui et sur nous, pas sur ma mère ou ma sœur. Quand il a dérapé et a commencé à dire « ta mère pense que ». Je l'ai gentiment interrompu et j'ai dit « je ne suis pas disponible pour ses opinions sur moi ». Il y a eu une pause, puis il m'a surprise. Il a dit « je sais. C'est pour ça que je n'ai pas appelé de la maison ». C'était une petite chose, mais ça signifiait plus que n'importe quelle excuse répétée. Il essayait, à sa manière maladroite, d'avoir une relation avec moi qui n'était pas juste une extension de la leur. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le canapé pendant que ma fille construisait une tour de blocs sur le tapis et essayait de la renverser avec sa peluche.
J'ai réalisé que c'était ces moments que j'avais désirés toute ma vie sans avoir les mots pour le dire. Des connexions simples qui ne nécessitaient pas que je me vide de mon sang émotionnellement en paiement. Un père qui pouvait m'appeler en tête-à-tête sans m'utiliser comme messagère. Une maison où un enfant pouvait être bruyant et désordonné sans que quelqu'un ne lui crie qu'elle était trop. Une vie où le plus grand drame d'une semaine pouvait être une boisson renversée ou une crise de colère au magasin. Pas une dispute à gorge déployée sur la loyauté. J'ai encore des jours où les vieux fantômes réapparaissent. Il y a des matins où je fais défiler une photo de frères et sœurs se serrant dans les bras lors d'un événement en tenue assortie et je ressens cette torsion familière dans ma poitrine. Il y a des nuits où je reste éveillé à rejouer de vieilles conversations, me demandant s'il y avait une phrase magique qui aurait pu tout changer. Même si au fond de moi, je sais qu'il n'y en avait pas. Ces jours-là, je me permets de le ressentir. Je ne prétends pas que c'est fini. Je ne me force pas à être reconnaissante d'une manière faussement performative. Je me rappelle que le deuil de la famille que l'on voulait peut exister juste à côté du soulagement d'avoir quitté la famille que l'on avait. Donc non, je ne vais pas appeler ma sœur pour lui proposer de la garde d'enfants gratuite. Je ne vais pas me présenter à un dîner de fête juste pour prouver que je ne garde pas rancune. Je ne vais pas me faire toute petite pour rentrer dans l'espace minuscule qu'ils m'ont laissé après avoir pris ce qu'ils voulaient. J'ai passé des années à faire ça. Je sais exactement à quel point cet espace est petit et je ne suis pas intéressé à y vivre à nouveau. En fin de compte, mon histoire ne parle pas d'être la victime parfaite ou l'héroïne parfaite. Elle parle d'une femme qui en a finalement eu marre de se tordre en quatre juste pour être autorisée dans la pièce. J'ai choisi ma paix. J'ai choisi mon mariage. J'ai choisi ma fille. Et si je devais sortir de cette salle communale 100 fois, enceinte, tremblante et à bout, je choisirais toujours la même porte, à chaque fois.